Bonjour Julien Labarre. Bonjour. Bonjour, puisque vous êtes en Californie, vous êtes politologue, maître de conférences en sciences politiques à l'Université d'État de Californie. Un discours d'apaisement donc de Joe Biden, discours qui se voulait rassembleur. Mais est-ce que les électeurs de Trump et de Harris arriveront, peut-être pas à s'unir, mais du moins à cohabiter ? Ce sera difficile. Ce sera difficile parce que les Américains ne se supportent plus aujourd'hui. C'est vrai pour les démocrates, c'est vrai pour les républicains. Et on a peine à voir comment cette division qui existe au sein des États-Unis aujourd'hui pourrait se résorber, d'autant plus qu'on a un président maintenant, président élu, qui sera, en tout cas de ce qu'on en sait de son passif, un président qui soufflera sur les braises. C'est souhaitable, c'est souhaitable. Pour une fois, en tout cas, c'est ce qui nous semblerait être le cas par rapport aux données qu'on voit. Il semblerait que Donald Trump ait remporté le vote populaire, ce qui ferait un véritable changement par rapport à son premier mandat, puisque durant son premier mandat, pour beaucoup d'Américains, il paraissait illégitime, ayant été élu simplement à la faveur du mode de scrutin. Est-ce que les Américains pourront s'unir? C'est très compliqué à dire, je ne pense pas. Joe Biden a aussi évoqué les 74 derniers jours de son mandat en disant « Nous avons la responsabilité de faire en sorte que ces jours comptent ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il va essayer de faire passer tout un tas de projets, de lois? Il est possible qu'il essaye de faire passer, peut-être pas des lois, mais plutôt ce qu'on appelle des ordres exécutifs aux États-Unis. C'est possible. Il y a quelques mois, il nous parlait aussi d'une réforme de la Cour suprême. Peut-être qu'il essaiera de faire passer cette réforme de la Cour suprême, mais enfin, ça paraît assez peu vraisemblable. J'ai du mal à voir ce qu'il pourra faire en plus de ce qu'il n'a déjà fait. Le fait que Donald Trump ait gagné facilement cette élection, qu'il reste peu de jours, on doit s'attendre à une transition pacifique, en tout cas plus qu'il y a 4 ans, ça c'est sûr, mais vraiment pacifique. Alors ça, c'est sûr, c'est un sacré contraste par rapport à il y a 4 ans. Si vous voulez, moi je suis frappé d'une chose, c'est que les démocrates font preuve d'une dignité absolument exemplaire. Les démocrates, tous les ténors du Parti démocrate ont reconnu la victoire de Donald Trump et ont expliqué qu'il fallait donner sa chance à Donald Trump, y compris des gens qui avaient par ailleurs pas mal d'animosité par rapport au président Trump. Par exemple, les Clinton ont fait un message pour expliquer qu'il faut lui donner sa chance, qu'il a été élu et qu'en démocratie, on respecte le résultat des élections. Par ailleurs, le président Biden est toujours au pouvoir, donc il a une mainmise sur tout ce qui a trait à la sécurité du processus de transition. Donc je pense qu'on n'aura pas grand-chose à craindre jusqu'à l'intronisation du président Trump. C'est ce qui viendra après, moi, qui m'inquiète. Julien Labarre, vous restez avec nous. Vous êtes politologue spécialiste des relations entre médias et politiques. On va justement se demander si les médias ont manqué d'objectivité quelque part durant la campagne présidentielle. Oui, parce que écoutez ce que disait hier soir dans Forum Mark Fuhrman, il est américano-suisse établi en Arizona, soutien de Donald Trump. Les médias ont mal représenté finalement le rapport de force en ne regardant qu'un côté de l'argumentation, à savoir celle de Kamala, et finalement Trump, ce hurluberlu farfelu, on le laisse de côté, et parfois ces Trumpistes, on les oublie aussi. Et donc aujourd'hui, c'est la revanche en fait de cette population qui a été négligée pendant si longtemps. Julien Labarre, les médias américains ont mal représenté les rapports de force. On a présenté à tort Trump comme un hurluberlu. Je suis pas tout à fait d'accord. Je vais vous dire, je rejoins votre intervenant sur un point qui est que les médias ont tendance à traiter un peu avec condescendance le ressentiment qu'il peut y avoir parmi la population trumpiste. Ça, c'est vrai. La deuxième chose qui est vraie, c'est que pendant une deuxième partie de campagne, on a parlé moins souvent de l'inflation, des problèmes économiques. Et il se trouve que Donald Trump a remporté une majorité des voix à cause de la situation économique et à cause du ressenti des gens par rapport au niveau d'inflation. En réalité, si on regarde les indicateurs objectifs, l'économie va bien. Et c'est ce que les médias ont rapporté dans leur couverture médiatique, en tout cas les médias mainstream. Après, est-ce que les médias ont, de façon biaisée, sous-estimé le rapport de force entre Kamala Harris et Donald Trump? Je ne crois pas. Ça fait plusieurs mois déjà qu'on nous explique que Kamala Harris pourrait
avoir une fuite d'électeurs, notamment au sein des minorités ethniques, notamment au sein des jeunes. Donc c'était pas une surprise. La véritable surprise, c'était de savoir si ces signaux-là qu'on avait dans la campagne Harris allaient se transformer le jour de l'élection. Pourquoi? Parce que les sondages étaient tous dans la marge d'erreur et donc on ne pouvait statistiquement pas dire que ces phénomènes-là allaient se produire. Mais est-ce que les médias ont de façon malveillante sous-estimé le rapport de force? Je ne crois pas. Mais est-ce que les médias ont stigmatisé finalement l'électorat de Donald Trump et puis à trop relater ses frasques, ses faits de campagne, est-ce qu'on l'a pas rendu plus fort? C'est possible. C'est possible, mais c'est vraiment très compliqué parce que beaucoup des frasques de Donald Trump, comme vous le dites, sont des faits objectifs. Le fait qu'il ait arrêté, par exemple, de répondre à des questions lors d'un meeting pour écouter de la musique pendant 40 minutes, c'est quelque chose d'objectif. Et ça ne s'est pas passé du côté de la campagne Kamala Harris. On n'a pas eu une candidate démocrate qui partait dans des explications où il n'y avait plus rien à comprendre. Ça se passait vraiment du côté de la campagne Trump. Simplement, à partir du moment où les médias ont, si vous voulez, embrayé sur la rhétorique qui finalement résonnait un peu comme celle de Joe Biden, à savoir que Donald Trump est un fasciste, qu'il est dangereux pour la démocratie, il est possible que certains de ses électeurs se soient sentis insultés par ces propos-là. Dans les médias américains et, je dois dire, dans la classe politique américaine, il y a une forme de condescendance envers le ressentiment des Trumpistes. Et ce ressentiment-là, je pense que le Parti démocrate aujourd'hui doit s'atteler à y répondre. On ne peut pas continuer à prétendre qu'il n'y a pas de problème avec la criminalité, même si le taux de criminalité est en baisse. Si les gens se sentent en insécurité, c'est tout ce qui compte. De la même façon, pour l'économie, si les gens se sentent en insécurité économique, c'est tout ce qui compte. Et les traiter avec condescendance, ça ne va convaincre personne. C'est aussi le signe, Julien Labarre, que les médias traditionnels n'ont plus forcément le même impact. C'est possible. Si vous voulez, les médias traditionnels aux États-Unis sont un peu particuliers puisque de plus en plus, ils adoptent une rhétorique qui est plutôt partisane. On voit ça avec les médias ultra-conservateurs à droite, Fox News, Newsmax, OAN, mais également avec les médias dits mainstream. De façon de plus en plus remarquable, les médias adoptent une posture partisane. Quelle est la conséquence? Beaucoup de gens se détournent des médias traditionnels et se reportent, par exemple, sur les influenceurs, sur les youtubeurs, sur les podcasters. On l'a vu par ailleurs dans les deux campagnes, ça a été une stratégie en fin de campagne d'aller donner des interviews à des influenceurs parce que simplement ces gens-là ont peut-être plus de temps à interviewer les candidats, donc on rentre plus dans le fond. Justement, quelle a été l'influence des réseaux sociaux, de ces influenceurs dans la campagne présidentielle et le choix des Américains? Il y a plusieurs choses. Pour les réseaux sociaux, la chose qui, moi, me préoccupe le plus en tant que chercheur, ça a été le flux de désinformation qu'on a vu inonder les réseaux sociaux. Et on a vu ça de façon assez exceptionnelle venant des campagnes elles-mêmes. Donald Trump et sa campagne ont délibérément inondé les réseaux sociaux de contenus fabriqués par intelligence artificielle. Certaines fois, c'était des contenus absolument grotesques. On a vu des images fabriquées par intelligence artificielle montrant Donald Trump dans un lac en costume 3 pièces, tenant dans ses mains un canard et un chaton pour expliquer qu'il allait défendre les animaux de compagnie. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez remarquable. Donc il y a déjà eu ça. La deuxième chose, c'est qu'on a eu quand même une influence démesurée d'Elon Musk. Elon Musk, qui lui-même, par son compte Twitter, son compte X, a déversé un torrent de désinformation dans la campagne, y compris des deepfakes de Kamala Harris, où on avait un clone de sa voix qui expliquait à quel point elle était corrompue, etc., etc. Et ça a pesé donc dans le choix, le vote des Américains. Merci beaucoup, Julien Labarre, politologue à l'Université d'État de Californie. On vous souhaite une bonne journée de votre côté. Merci à vous, vous aussi. Et après la question des médias américains, on va se pencher de plus près sur l'électorat de Donald Trump, à qui doit